trêve et elle revient devant vos écrans. Nicole Pochot avec le magazine Tac au Tac. Vous êtes nombreux à suivre le magazine Tac au Tac. Merci de votre fidélité. Tac au Tac passe au crible la situation sociopolitique et culturelle de l'heure. Vous êtes professeur d'université, élite, homme politique, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac. Tac au Tac, le professionnalisme, l'art de savoir communiquer et relever son pays. Proposer des solutions pour le développement du pays. Tac au Tac, bientôt sur Baraka Télévision. Pour tout contact. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac. Avec moi sur ce plateau, mon confrère Ambroise Momba. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, merci Nicole, merci de Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce soir le secrétaire général de l'UDPS, M. Jean-Marc Kabound, qui est venu répondre à quelques questions d'actualité politique. Monsieur le secrétaire général, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac. Bonsoir, merci. Alors, première question déjà, pourquoi avez-vous décrété une ville morte le mardi dernier? Oui, madame, vous devez comprendre que notre pays est à la croisée des chemins. Nous sommes en train aujourd'hui de penser que si rien n'est fait dans ces pays, dans le sens de réunir tout le monde autour d'un consensus, nous risquons d'aller à la dérive. C'est ainsi que les forces politiques acquises au changement ont compris qu'il faut un véritable dialogue dans ces pays. Parce que personne, après 6 millions de morts, personne n'a besoin de voir le sang couler dans ces pays. Et justement que le pouvoir en place nous met en difficulté. Nous avons compris que malgré nous, nous devons les dialoguer. Dialoguer pourquoi? Pour trouver des solutions qui soient idoines à la crise qui est la nôtre. Mais malheureusement, nous avons été surpris que Edem Kodjo convoque la réunion du comité préparatoire du dialogue. Il nous prend pied levé, mettant de côté toutes nos revendications. Et quant à ça, nous avons estimé qu'il est important que nous puissions lancer un signal fort vis-à-vis d'Edem Kodjo lui-même, vis-à-vis de la communauté internationale, afin que le monsieur comprenne qu'il est temps de revenir sur le bon chemin. C'est pourquoi nous avons estimé lancer cette journée ville morte en guise d'alerte. Nous insistons, c'est jusque-là une alerte. Et nous avons même dit que si rien n'était fait, d'autres actions de grandes envergures pouvaient suivre. Mais le facilitateur que vous récusez est soutenu par tout le monde. Vous n'êtes pas en perte de vitesse? Non, madame. Vous savez, nous sommes en politique. Nous estimons que demain, ces mêmes partenaires qui semblent soutenir Edem Kodjo pourront lui convaincre à déposer. Ce n'est pas un évangile pour dire que la communauté internationale, les partenaires les soutiennent. Nous savons, la politique, elle est dynamique du jour au jour, elle peut changer et nous estimons que nos partenaires qui comprennent bien que le pays est vraiment en danger pourront comprendre la voie, pourront écouter et demander à Edem Kodjo de démissionner. Ce n'est pas le fait que nous avons dit si tôt qu'eux devaient aussi s'embarquer dans notre logique, mais du jour au jour, ils sont en train d'examiner ce que nous avons donné comme élément de preuve par rapport à l'absence de neutralité dans les chefs d'Edem Kodjo. Ils sont en train de voir aujourd'hui qu'il y a une concertation bis. Vraiment, ils seront obligés de dire à Edem Kodjo de laisser la place. Nous sommes convaincus. Et comment avez-vous évalué cette ville morte? Échec ou réussite? Vraiment, de ma mémoire des politiciens. Une journée ville morte telle que nous l'avons convoquée, en un jour seulement, c'est un grand succès. C'est un grand succès, madame, parce que vous vous souviendrez que nous avons lancé cette journée ville morte le samedi tard la nuit. C'était déjà aux environs des 0h. Et nous n'avions que l'unique journée de lundi pour sensibiliser. Mais voyez ce qui s'est passé à Kinshasa. Et moi-même, c'est moi qui ai fait la lecture de la déclaration. J'avais insisté que c'était une journée ville morte. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a une différence entre une journée ville morte et un pays mort. Une journée ville morte concernant une ville bien déterminée. Et c'était Kinshasa. Mais vous avez vu les effets d'entraînement. Parce qu'à Goma, à Kindu, à Mbujima et Lumbashi, la ville morte a été observée.
C'est pour vous dire que notre peuple est prêt, c'était une réussite. Malgré la ville morte, les travaux du comité préparatoire du dialogue ont débuté. Vous savez, madame, nous on savait que ces gens allaient toujours aller dans ce sens-là. Mais nous, on a fait quelque chose, on a lancé l'alerte et c'est à eux de prendre ou de laisser. Parce que, en fait, on ne pouvait pas aller les empêcher. Mais sinon, s'ils écoutent, s'ils ont ce sens-là d'écoute, hein, vous savez, en démocratie, on doit être élégant. On doit être élégant. L'élégance suppose que les gens doivent comprendre que là où ça ne marche pas, il faut tout simplement laisser et donner le temps aussi au temps. Mais comme ce sont des gens, des obstinés, des gens qui ne comprennent rien, ils l'ont fait, mais attendons voir la suite. Il semble que vous jouez au pourrissement. Pourquoi vous n'assumez pas votre choix d'aller au dialogue? Vous savez, madame, le dialogue dans ces pays veut résoudre un problème. Nous n'allons pas là-bas pour jouer. Si c'était pour jouer, on serait là-bas. Nous n'avons pas été aux concertations nationales. Pourquoi? C'est justement parce que nous avons estimé que les concertations nationales, c'était juste une fête entre amis et rien ne pouvait sortir de bon là-bas. Et vous nous demandez, nous, d'aller au dialogue et d'être responsables vis-à-vis du peuple par rapport aux conséquences? Jamais, loin de là. C'est pourquoi nous avons estimé que nous posons des préalables. Ces préalables, c'est en guise de thermomètre pour tester la bonne volonté de ceux qui sont en face de nous. Aussi longtemps qu'ils refusent. Ce qui est simple aujourd'hui, libérer les détenus politiques. Arrêter d'ailleurs à tort. Libérer les médias proches de l'opposition, les maisons, les hôtels. Non, ça n'a jamais été fait. Nous avons dit qu'il n'y a que 4. Quand même quelques prisonniers. 4 personnes sur 112. Qu'est-ce que ça représente? Parce excepté Diomi et Mouyambo. Mais voilà pourquoi nous disons que nos amis ne sont pas de bonne foi. Nous leur disons, les détenus politiques, en premier, il y a Eugène Diomi Dongala. En deuxième, il y a Mouyambo. Et ainsi de suite. Ils pouvaient commencer par là, s'ils étaient de bonne foi. Est-ce une raison pour jouer au pourrissement? Ce n'est pas au pourrissement. Nous sommes réalistes. Nous avons dit que nous pouvons aller au dialogue, que si et seulement si, les signaux de bonne foi nous sont lancés. Parce que, vous savez, je ne voudrais pas parler même de l'ordre du jour de ce dialogue. C'est épineux. S'ils ne veulent pas aujourd'hui répondre à ce qui semble être dérisoire, à combien plus forte raison l'ordre du jour lui-même, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Mais vous ne trouvez pas qu'on vous oublie déjà? Il y aura dialogue avec ou sans vous? Madame, je vous rassure qu'il n'y aura pas de dialogue sans nous. Ce qui est en train de se passer, c'est une vaste blague. Il n'y aura pas de dialogue sans nous. Mais la majorité a déjà un interlocuteur en face, Vital Kamerhe. Vous avez perdu. Non, vous savez, aujourd'hui, Vital Kamerhe, lui, est en perte de vitesse. Je ne veux pas parler des individus, ma foi, mais laissez-moi dire que ce qu'il a dit hier et ce qu'il faut aujourd'hui les contredit et les met en très mauvaise posture par rapport au peuple. Je vous ai dit que nous allons au dialogue pour résoudre une question. Défendre, protéger notre constitution, défendre la démocratie et promouvoir l'alternance le 19 décembre. Et si c'est cela que Vital Kamerhe est allé chercher là-bas, bravo. Mais si c'est autre chose, l'avenir nous en dira plus. Et dans l'hypothèse où il y aura dialogue sans vous, que feriez-vous? Écoutez, madame, si il arrivait qu'il y ait dialogue sans nous, nous estimons que ce dialogue n'est pas inclusif. Parce que le dialogue en soi doit être inclusif pour qu'il trouve réellement des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Et sans nous, il n'y a pas inclusivité. Mais sans inclusivité, pensez-vous qu'il y aura des solutions dans ces pays? Non, il n'y en aura pas. Les mêmes problèmes vont continuer. Et arrivé le 19 décembre, nous-mêmes, nous savons ce que nous allons faire. L'inclusivité ne veut pas dire s'agenouiller devant l'UDPS. Il n'y a pas seulement que l'UDPS. Aujourd'hui, il y a les rassemblements. Vous parlez de l'UDPS, bien entendu, mais il y a les rassemblements. Il y a aussi une bonne partie de la société civile. Mais vous avez appris que dans la salle même, la société civile a protesté, elle a claqué la porte. Je vais ici vous dire que le dialogue tel que voulu par la résolution 2277 a un objectif précis. Et ce qui est en train de se passer, c'est Kabila et ses amis n'osent croire qu'il n'y aura rien de bon là-bas. Ils finiront toujours par venir dialoguer avec nous et je suis certain, je suis en tout cas... C'est le prophète des malheurs. Non, loin de là. Mais, chers frères,
ce n'est pas nous à l'UDPS, ni au rassemblement, d'endosser la responsabilité de ce qui pourra advenir. C'est plutôt au pouvoir de Kabila qui a refusé d'organiser les élections, qui pense qu'il fallait chercher des anacroches à gauche, à droite, et ainsi nous mettre devant un fait accompli. Je crois que le peuple congolais doit être précis quant à ce. Nous n'avons aucune responsabilité à porter quant à l'avenir, quant au cheminement des événements jusqu'au 19 décembre. Nous, notre problème aujourd'hui, nous sommes de bonne foi. Nous avons accepté d'aller au dialogue pour trouver des solutions durables, je dis bien des solutions durables à la crise que le Congo est en train de passer maintenant. S'il y a des gens qui croient, qui pensent qu'ils peuvent contourner la résolution 2277 et nous amener dans des accords politiques à demi-mesure où on va arranger les choses de manière que vous connaissez, nous en tout cas on ne prendra pas par là-bas et on n'a aucune responsabilité à porter quant à ce. Mais vous ne trouvez pas que votre politique est un peu monotone? Vous envoyez toujours les gens dans la rue, il y a des morts et au finish, vous ne gagnez rien. Puisque vous parlez du 19 décembre, justement, oui. Parce que c'est peut-être ça votre stratégie. Oui, oui. Madame, laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement au Congo où les gens vont dans la rue. Ce n'est pas seulement l'UDPS qui appliquait cette politique. Et vous savez, 30 ans, moi je vous dis, c'est trop peu. Quand vous prenez la longue lutte faite par l'ANC en Afrique du Sud, finalement l'ANC a fini par accéder au pouvoir. 30 ans par rapport au temps que l'ANC a passé, je crois que c'est trop peu. Nous sommes confiants nous-mêmes. Nous estimons que la rue reste le milieu indiqué pour exprimer ses opinions. La rue, c'est constitutionnel. Je crois que nous n'allons pas... Vous nous amenez, vous nous appelez à prendre les armes pour être mieux entendus. Non, nous ne pouvons pas prendre les armes. Nous nous exprimons pacifiquement. Et la rue, c'est un endroit idéal. Mais à chaque... La rue apporte des morts. Mais qui tue? Ce n'est pas nous qui tuons. C'est le pouvoir de Kabila qui tue. Autant mieux. Les gens dans la rue. Mais nous n'envoyons pas ces gens dans la rue pour être tués. Et nous les envoyons là-bas pour s'exprimer. Dans vos manifestations, oui, il y a toujours des incivils qui en profitent, des Koulouna, et pour détruire, piller... Je vais vous poser une question. Il est vrai que vous n'aimez jamais qu'on vous pose des questions. Et le 27, combien d'incidents avez-vous noté? Parce que là, il y a eu des millions de gens qui sont allés accueillir le président Dr Etienne Tshisekedi le 31 juillet. Combien de gens sont morts? Parce que là, on a eu à rassembler des millions de gens. Non, lorsque nos militants sont face à la violence, que voulez-vous? Lorsqu'ils sont face à des gaz lacrymogènes, lorsqu'ils sont face à des balles réelles, que voulez-vous? Lorsque eux-mêmes provoquent aussi la police. Ils n'ont jamais provoqué. Parce que le mardi, on a appris qu'il y a eu de problèmes du côté de Tiangou. Écoutez, nos militants sont toujours provoqués par le pouvoir. C'est plutôt la police qui provoque. Face à la violence, que voulez-vous qu'on fasse? Lorsque les gens manifestent pacifiquement et ils font face à une violence cruelle, que voulez-vous? Des fois on veut s'échapper, on veut se sauver. C'est dans ces contextes-là qu'on fait porter les chapeaux à l'UDPS, à l'opposition, mais jamais. Si les forces de l'ordre restaient neutres, vous ne verrez rien du tout. Rien du tout. Mais nous avons appris qu'il y a eu des arrestations de quelques membres de l'UDPS lundi, mardi dernier. Ah oui, bien sûr, nous en comptons une trentaine. Pas seulement à Kinshasa, on compte même des cas graves parce qu'il y a certains qui sont dans des hôpitaux, il y a des arrestations en Bougimaï, il y a des arrestations à Lumbashi. On en compte une trentaine. Ce qui est déplorable. Tu es à parler des arrestations, comme s'il s'agissait des cacahuètes. Des arrestations. Que des arrestations. C'est la preuve que le régime qui est en face de nous, c'est un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est un régime qui ne respecte pas notre constitution. Vous savez, lorsque vous pouvez réprimer les manifestations pacifiques, lorsque vous pouvez procéder à des arrestations comme on le veut, ces pays, c'est un état de droit. Ce n'est pas une manière d'accuser à tort le pouvoir. Mais moi, je vous dis qu'il y a des gens, au cachot. Il y a des gens au cachot présentement, arrêtés parce que ils sont identifiés en tant que tels de l'UDPS ou de l'opposition. Ils sont arrêtés pour ça. Parce qu'il n'y a pas eu réellement action politique de la rue ces jours-là. C'était une journée ville morte. Mais lorsque seulement l'ANER, les agents de l'ANER et autres, c'est réalisé que telle et de telle obédience, ils pouvaient procéder à des arrestations. Imaginez-vous à quel niveau ces pays a atteint les degrés de la répression.
Autre chose, vous êtes le nouveau secrétaire général de l'UDPS en remplacement de Bruno Mavungu dans des conditions de turbulence. Vous êtes à l'aise dans vos fonctions? Mais tout à fait, vous me voyez, tout à fait, je suis très à l'aise. Je vais vous dire que j'ai évolué d'abord comme président fédéral pendant 8 ans sous une forte pression. Je ne suis pas intervenu dans ces partis. Imaginez-vous quand on est président fédéral de l'UDPS à Kamina, dans le Holomami, un milieu considéré comme milieu d'origine, d'appartenance des musées Kabila, et avec tout ce que vous connaissez, ce n'est pas facile. Mais on a tenu tête, on est habitué à la pression. Vous êtes à l'aise, dites-vous, peut-être parce que vous ignorez ce qui vous attend demain. On a vu Jacques Chabani être chassé, on a vu Bruno Mavungu. Peut-être que vous ignorez ce qui vous attend demain. Sitôt, quand j'ai pris mes fonctions, je savais qu'un jour, j'allais laisser ces fonctions. Ça, j'en suis sûr. Mais je ne sortirai pas la grande porte. Monsieur le secrétaire général, il semble que l'UDPS se meurt déjà avec tous ces départs. Une grande partie de vos combattants sont avec vos dissidents. N'êtes-vous pas en train de perdre le terrain? Non, non, loin de là, madame, loin de là. L'UDPS est un grand parti politique qui n'a pas à rougir du départ de quelqu'un. D'ailleurs, nos textes le prévoient. L'entrée et la sortie à l'UDPS est libre. Hein, comme on est entré, c'est comme ça qu'on peut aussi sortir de l'UDPS. Dire qu'il y a des dissidents, non, 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 non. Vous faites allusion au dossier Mavungu. Justement. Je ne voulais pas parler. Appeler des combattants qui sont avec lui. L'électorat de l'UDPS, c'est Niet. Je ne voulais pas parler de Mavungu. Mais vous me poussez à parler de lui. D'abord, laissez-moi vous dire que Mavungu a fait son choix. C'est pour cela même que l'UDPS a été créé. C'est pour qu'il y ait multipartisme dans ce pays. C'est pour que les gens s'expriment. Multipartisme, pluralisme syndical. Mavungu a fait ce que l'UDPS a cherché pendant tous ces 34 ans. En fait, je l'encourage, bonne chance. Mavungu nous a sauvés, d'ailleurs vous ne le savez pas, en créant son propre parti politique. Et il est l'homme que l'UDPS félicite sincèrement, à la différence des autres qui, ayant déjà quitté l'UDPS, mais ils font semblant de rester à l'UDPS pour créer des petits problèmes à gauche, à droite. Pour Mavungu, je crois que... oui, oui, bien sûr. Non, mais il est quand même correct avec lui-même. Mais quel est le vrai problème qui vous divise? Il semble que la gestion du parti s'est éloignée de ses idéaux. Écoutez, madame, l'UDPS n'a jamais été divisé. Est-ce que vous allez me dire que le parti de droite en France est divisé? Hein? Le parti de droite en France n'est pas divisé. Donc, en fait, un grand parti comme l'UDPS doit avoir plusieurs courants à son... C'est ce qui fait même la force de l'UDPS. Hein? De plusieurs courants. Un grand parti comme l'UDPS, en fait, a beaucoup de monde qui ont des ambitions. Il faut gérer toutes ces ambitions-là. En fait, il n'y a pas de problème. Nous à l'UDPS, on ne connaît pas de problème, madame. C'est juste la grandeur de l'UDPS. C'est juste la crème que possède l'UDPS, la crème politique, scientifique, intellectuelle. Et ces chocs-là, ceux qui sont en dehors pensent qu'il y a des divisions à l'interne. Non, non, on sait gérer, c'est juste les ambitions des uns et des autres. Et cela ne peut pas être constitué comme une division. Et l'UDPS a dit oui au dialogue. C'est avec quel objectif? La cogestion? Non, 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 non. Si c'était la cogestion, on serait à ces dialogues, on serait au comité préparatoire. Nous sommes loin d'imaginer cela, madame. Mais vous savez, aujourd'hui, je ne voudrais pas m'étaler sur cette question parce que nous avons estimé que parler de cette question aujourd'hui nous amènerait dans des profondeurs inutiles. Nous sommes encore au niveau des préalables. Nous voulons que le préalable, que le pouvoir tienne compte des préalables et au moment venu quand nous serons en dialogue... Qu'est-ce que vous cachez, monsieur Jean-Marc? En fait, nous ne cachons rien. Nous avons estimé que parler de l'ordre du jour, au jour d'aujourd'hui, c'est aller plus vite en besogne. Nous risquons de nous perdre en conjecture. Nous voulons que le gouvernement accède d'abord à nos préalables, que le gouvernement montre sa bonne foi, des vrais, conformément à la résolution 22. Il y a un débat au sein de l'opinion. On parle du troisième mandat, on parle de la transition.
on parle du changement de la Constitution, on parle de la participation de l'UDPS au sein des institutions. Vous vous dites que vous ne voulez pas parler de l'objectif pour lequel vous voulez aller au dialogue. Vous cachez quelque chose au coup de... Non, mais déjà notre feuille de route en dit plus. Notre attachement à la résolution 2277 est clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous sommes respectueux de la Constitution de la République. Nous sommes respectueux de l'alternance. Que voulez-vous? Nous qui s'attachons au principe démocratique qui sous-entend qu'il doit y avoir élection chaque 5 ans et après des mandats, faire la tête du pays, on doit céder la place. C'est ça même l'alternance. Nous ne pouvons pas, par des moyens perfides, soutenir quelque chose d'autre. Mais nous, c'est tout un débat. C'est tout un débat là-dessus. Nous ne voudrons pas nous étaler pour des questions très stratégiques. Nous voulons aujourd'hui que le pouvoir fasse d'abord un pas en accédant à nos revendications, à nos préalables, et ensuite, quand nous serons en dialogue, nous saurons quoi dire. Déjà qu'en 2011, après la prestation de serment parallèle de M. Étienne Tshisekedi comme président de la République, vous n'avez pas réussi à faire partir Joseph Kabila. Et pourtant, vous parlez aujourd'hui de l'alternance. Oui. Comment y arriverez-vous cette fois-ci par le dialogue? Mais vous devez comprendre qu'aujourd'hui, M. Kabila est sur un chemin de non-retour. Aujourd'hui, il est sur un chemin de non-retour parce qu'il a fini les 2 mandats volés à la tête du pays. Et aujourd'hui, on ne peut pas, si on est logique, on ne peut pas penser ou croire que M. Kabila tenterait de se maintenir au pouvoir. S'il l'a fait en 2011, c'est justement parce que c'était un coup d'État, un hold-up électoral. Il l'a fait par la force des armes. Il s'est imposé. Mais aujourd'hui, en 2016, comment y arrivera-t-il? Moi, je me pose des questions. Comment Kabila pourra-t-il faire pour rester au pouvoir après le 19 décembre? C'est ça toute la question. Il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est là, même s'il n'y aura pas élection en novembre. L'arrêt de la Cour est là. Comment vous vous posez la question de savoir comment il resterait au pouvoir? Alors, si l'arrêt a déjà résolu tous les problèmes, pourquoi ils vont au dialogue? Pourquoi ils vont au dialogue si l'arrêt déjà... Pourquoi vous allez au dialogue? Répondez-vous. Non, mais nous allons au dialogue parce que nous avons estimé que le problème reste entier. Cette histoire d'arrêt de la Cour, c'est une vaste blague. C'est comme qui dirait les gens qui tâtonnent. Essais, erreurs, les gens qui font des histoires, ils essaient à gauche, ils essaient à droite, ça va tenir où, ça échoue, mais le problème reste entier. Il n'est pas résolu. Il faut aller à un dialogue inclusif pour qu'on trouve des solutions. La présidentielle prévue en 2016 n'aura plus lieu. L'UDPS acceptera la gestion l'après 2016 telle qu'elle sera décidée au dialogue. Vous parlez de la gestion tout entière du pays ou la cogestion? La gestion de l'après. Cogestion, ce qui sera décidé de l'après 2016. Après 2016 en fait, je vous ai dit ici que je ne voudrais pas m'étaler de l'après 19 décembre. Quant à mon parti, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons aller au dialogue. C'est au dialogue où tout sera fixé. Nous sommes un parti politique. Notre objectif, c'est de conquérir les pouvoirs et les conserver. Et c'est ça aussi même notre vision aujourd'hui. Nous pensons qu'après 34 ans de lutte, l'UDPS doit aujourd'hui prendre le pouvoir et appliquer son projet de société, changer ces pays. Là, nous sommes d'accord. Mais quant à dire de ce qui arrivera le 19, le 20, je me réserve en tout cas, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais on demande à nos amis du pouvoir de revenir et qu'on aille réellement à un dialogue inclusif, un dialogue qui va déboucher sur le strict respect de notre Constitution. Quand bien même il y aurait élection, mais l'UDPS n'a pas de candidat présidentiable, Tshisekedi ayant pris de l'âge, cela explique vos rapprochements avec Moïse Katumbi? Non, loin de là, madame. Notre candidat naturel reste le docteur Étienne Tshisekedi. Vous savez, moi je me pose des questions. Sous d'autres cieux, ce sont les gens qui ont cet âge qui sont vraiment valables pour les fonctions d'État, les fonctions des présidents de la République. Mais ici au Congo, c'est tout autre chose. On voit l'âge, on voit la tête, la réflexion, l'intelligence de quelqu'un. Mais dans ces pays, on a connu un président qui avait 28 ans. Et on connaît, vous savez où est-ce que le pays est aujourd'hui. On ne gère pas la République avec des biceps. La République se gère avec la tête.
Ça se gère avec la tête, monsieur. Ça ne se gère pas avec les biceps ou la vigueur. Donc c'est lui qui sera votre candidat président? Naturellement, naturellement. Ok, marquons une pause. Nous reviendrons tout de suite après notre rubrique Info du jour. Dialogue national aura-t-il lieu ou non? La question reste pendante. Alors que l'opposition récusait les facilitateurs Edem Kodjo, eh bien ce dernier n'est fait que bénéficier du soutien de la communauté internationale. Si les rassemblements de l'opposition souhaitent voir le dialogue se tenir conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la MONUSCO, elle, soutient celui convoqué par le chef de l'État. Toute initiative devrait venir de l'ordonnance présidentielle. Dernièrement, Edem Kodjo a bénéficié du soutien de l'Union africaine. L'homme n'est pas non plus déstabilisé. Edem Kodjo, qui entend ouvrir les travaux du comité préparatoire, a soutenu qu'il reste facilitateur du dialogue en RDC. L'homme est engagé dans plusieurs démarches en Afrique, juste pour arriver à asseoir sa mission. L'opposition politique ne devrait que se ranger derrière celui que tout le monde soutient comme facilitateur. Vous irez au dialogue, mais les travaux préparatoires ont débuté, c'est déjà en quelque sorte un pré-dialogue. Vous ratez quelque chose, une revendication à soumettre dans le dialogue proprement dit. Non, le dialogue n'a pas encore commencé. Le dialogue inclusif tel que le veut la communauté internationale, l'ensemble du peuple congolais, n'a pas encore commencé. Je vous dis ça, c'est du bluff. Ça, ils sont en train de perdre leur temps inutilement. Le vrai dialogue aura bel et bien lieu dans ces pays. Et vous verrez l'UDPS et les rassemblements là-bas. La majorité présidentielle mobilise de plus en plus à Kinshasa. On l'a vu avec les meetings qui se sont tenus dernièrement. L'un au stade Raphaël, l'autre à Triomphal. Est-ce que vous ne perdez pas de plus en plus dans la capitale? Non, non, mais vous ne savez pas la stratégie qu'applique le pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir applique une stratégie qu'il faut mettre beaucoup de moyens, il faut apparaître parce qu'aujourd'hui ils sont en perte de vitesse. Tout ce que vous dites là, les petites actions qui sont en train de monter, mais croyez-moi, ce sont des millions de dollars qui sont dépensés. Vous en avez des preuves? Sûrement. Lorsqu'on peut remettre à un seul individu 7 000 francs congolais pour participer à un meeting. Imaginez lorsqu'on veut, avec tout ce qu'on connaît comme crise économique à Kinshasa, lorsqu'on peut rassembler 50 000, 60 000 personnes venues, pas pour écouter les messages, mais pour récupérer les 7 000, faites 7 000 francs fois 50, 60 000, ça vous fait combien? C'est l'argent du trésor public. Et tout au contraire, vous avez vu le 27 et le 31. Là, nous n'avons rien dépensé, nous n'avons rien distribué, nous avons pu mobiliser des millions de Congolais. La majorité présidentielle aujourd'hui n'a personne derrière elle. Elle n'a personne derrière elle, c'est vrai. Tous ces gens-là qui sont en train de tourner avec eux, c'est juste pour soutirer un peu des billets de banque. Le moment venu, ils vont tourner d'eau. Et pour terminer, je vous dis, au niveau de l'UDPS, la question est prise au sérieux. Ma nomination, c'est aussi un remplacement tactique et stratégique du président Tshisekedi qui a compris que le moment est venu pour placer des pions qu'il faut. Vous verrez. Votre nomination, justement, vous avez parlé de Kamina, par exemple, dans l'ex-Katanga. On accuse Félix Tshisekedi d'avoir vendu le parti à Moïse Katumbi, oui. Votre nomination. Bon, je vous ai dit ici que je ne voulais pas parler des personnes. Moïse Katumbi fut gouverneur, comme moi j'ai fui aussi président fédéral. Franchement, essayez de mener, vous êtes journaliste, menez vos enquêtes, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun rapport entre moi et lui. J'ai fait beaucoup de prisons quand Moïse Katumbi était gouverneur. Moi, j'ai fait beaucoup de prisons. J'ai fait beaucoup de cachots, j'ai connu beaucoup de choses pendant tout le temps que Moïse était au pouvoir au Katanga. Je vous dis, il n'y a aucun rapport. Et de tous les temps que Moïse était gouverneur, moi et lui, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Posez-lui la question, il vous dira ça. Les gens sont en train de raconter des histoires pour faire dormir les gens debout. Le gouvernement congolais est en difficulté avec ce terrorisme dans la partie est à Béni, précisément, où il y a eu des massacres pas plus loin qu'il y a quelques semaines. Comment analysez-vous cette question à l'UDPS? En tout cas, je suis surpris d'entendre parler du terrorisme à Béni. Il n'y a pas de terrorisme à Béni. Il y a un groupe d'hommes identifiés, armés, qui œuvrent sous la barbe
et de la MONUSCO. Identifié par l'UDPS. Identifié, ce n'est pas à nous de les identifier. Ces pays à un service d'intelligence, à une armée, tout ça. On vous parle des présumés ADF Nalou. C'est-à-dire qu'il y a une identification de cette force qui commet ces exactions. Ils sont déjà identifiés. Voyez-vous, ils sont armés. Ils portent la tenue militaire. Ils sont facilement repérables. Évitez, moi je demande au pouvoir d'éviter de distraire le peuple congolais. Parler du terrorisme à ce stade, c'est se moquer du peuple congolais. Les ADF Nalou sont connus, c'est un groupe armé qui a œuvré en Ouganda, qui s'est transposé chez nous, qu'on pouvait maîtriser, mais on sent que le gouvernement, face à cette incapacité de protéger le peuple congolais, de protéger les frontières de notre pays, ça s'emploie à dire de n'importe quoi, parler du terrorisme. Vous imaginez un pays comme le nôtre, où il n'y a pas la sécurité, où nos frontières sont poreuses, parler du terrorisme, moi ça me fait très peur. Au regard de cette lecture que vous avez faite à l'UDPS, avez-vous une proposition à faire pour sortir de cette situation dans l'Est? Mais la vraie proposition que j'ai toujours donnée, c'est mettre quelqu'un qui convient au sommet de l'État. Aujourd'hui, nous faisons face à l'absence d'un leadership crédible au sommet de l'État. Lorsque un poisson commence à pourrir par la tête, lorsque la tête ne sait pas réfléchir, que voulez-vous du reste? C'est ça tous les problèmes qu'on vit dans ces pays. Personne, c'est Etienne Tshisekedi, selon vous? Tel que vous le dites là, vous n'avez pas tort. Je crois que vous n'avez pas tort. Etienne Tshisekedi a prouvé au fil du temps qu'il était l'homme idéal. Avec une baguette magique pour terminer le massacre. Il n'a pas de baguette magique, mais voyez, lorsqu'on gère un pays, on doit d'abord avoir la confiance du peuple qu'on est censé gérer. Le fait seulement qu'il y a confiance entre le président Etienne Tshisekedi et le peuple congolais, c'est un contrat qui est signé là-bas. Vous ne pouvez pas gérer un peuple par défi. Vous savez, même le développement, quand on parle du développement, le développement doit être accompagné par le peuple. Lorsque le peuple vous fait confiance, lorsque le peuple croit en vous, et sûrement, tout va rouler, hein, tout va rouler. Mais si en tout cas, fracture entre les sommets et la base, vous pouvez tout faire, vous n'avancerez jamais. Nous estimons que notre président, le président Etienne Tshisekedi... Quelle confiance de Tshisekedi alors que dernièrement, dans son propre parti, il est même rejeté. Il y a des déclarations par-ci, par-là. Il y a une histoire des 4 fédérations, avant même que vous n'arriviez à la tête du secrétariat général du parti, des 4 fédérations, et ainsi de suite. Jusqu'au départ de Mavungu, des déclarations au sein même du parti. De quelle confiance envers Tshisekedi dont vous parlez? Je vous ai dit qu'à l'UDPS, il n'y a rien. Tout ce que vous entendez là, c'est juste le bruit. Quand vous savez, quand vous mettez les assiettes ensemble, il peut y avoir des bruits. Mais sûrement, il y a un problème. Mais sûrement, ceux qui font des déclarations, si quelqu'un de l'UDPS, pensez-vous qu'il est réellement de l'UDPS en allant faire des déclarations contre le président Etienne Tshisekedi? Non, ça, ce sont les gens du pouvoir que le pouvoir utilise. Là, vous faites allusion à la récente déclaration des pionniers ou comme ça. Mais le monsieur là qui a fait la déclaration, il a son parti, UDPS Kibasa. Moi, je me demande si quelqu'un peut appartenir à 2 partis politiques au même moment. Si d'un côté vous êtes président d'un parti politique et de l'autre vous vous destituez un autre président dans un autre parti politique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, monsieur. On va prendre une petite question des cultures pour chuter avec cette émission. Le peuple d'abord, c'est le slogan qui est même affiché devant votre siège. Mais ce peuple est apparemment pris en otage par la politique. De part et d'autre, majorité opposition. Mais la culture congolaise n'est plus valorisée à l'étranger. N'avez-vous pas pris ce peuple en otage? D'abord, je tiens à vous expliquer ce que signifie le peuple d'abord. Vous devez comprendre que l'UDPS, c'est un parti socialiste. Qui dit parti socialiste, on s'occupe principalement de la population, du peuple. Savez-vous que les principes en social-démocratie, c'est l'égalité, la solidarité, j'en passe. Donc, vous allez comprendre qu'au niveau de l'UDPS, nous nous intéressons plus de la population, de l'être humain, qui est un instrument pour développer notre pays. Et si vous dites qu'aujourd'hui le peuple est pris en otage par les politiques, moi j'ai dit non. Aujourd'hui, moi j'ai dit, je regrette que notre peuple ne s'intéresse pas de la politique.
Notre peuple ne s'intéresse pas plutôt de la politique. Il faut travailler dans le sens de faire comprendre à tout le monde que la politique d'un pays, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire en tout cas de tout le monde. Ce que les gens racontent là n'est pas vrai. Lorsque vous demandez aux gens de ne plus s'intéresser de la politique de leur pays, mais à quoi vous vous attendez? À quel résultat vous voulez? On va laisser place à des politiciens malhonnêtes qui lèchent les entreprises de l'État, qui pillent les comptes du trésor public parce que ce peuple ne va se résumer qu'à aller déposer le bulletin dans l'urne. On aimerait avoir un peuple actif sur le plan politique. Un peuple qui sait scruter, cerner, discerner un discours politique. Voilà la vision de l'UDPS. Former, informer pour que le peuple soit suffisamment éclairé par rapport à la marche du pays. Dernière question, une proposition de manière générale pour sortir ce pays du sous-développement. Parce que c'est la question qui va réunir même la classe politique autour d'une table de dialogue. Quelle est la proposition que l'UDPS a toujours comme les carquois qu'il a pour, comme une flèche dans son carquois, pour sortir ce pays du sous-développement? Vous savez, nous n'avons pas de recette magique à l'UDPS. La recette, c'est quoi? C'est le respect des textes. Lorsque chaque Congolais, chaque dirigeant, chaque responsable là où il est, il sait respecter les textes, la Constitution et différentes lois. Lorsqu'on sait faire la part des choses entre les comptes du trésor public et sa propre poche, lorsqu'on sait mettre l'intérêt général de la population avant ses propres intérêts, je crois que tout va se résoudre dans ces pays. Il ne faut pas aller chercher des recettes ailleurs, monsieur. Les autres théories, tout ce qui peut advenir, ce sont des théories, voilà, des théories sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan financier, mais la base, c'est le respect des textes, le respect du bien commun, le respect de ce qui appartient à tout le monde. Monsieur le secrétaire général, vous allez regarder la caméra qui est devant vous et nous dire ce que vous pensez de vous-même. Ensuite, vous poserez une question à notre prochain invité. Ce que je pense de moi-même. Oui. Mais il est difficile de parler de soi-même. Il est difficile de parler de soi-même. Ce que je crois sincèrement en moi, c'est que ces pays arrivent à avoir un autre président de la République le 20 décembre. C'est ça mon vœu. C'est ça mon vœu de tous les jours, qui est alternance dans ces pays le 20 décembre. Et poser une question à notre prochain invité. Une question, comme ça. S'il était la majorité présidentielle, je dirais, est-il réellement content de voir aujourd'hui le dialogue commencer sans la véritable opposition? Est-ce qu'il se sent à l'aise? Il est à l'aise vraiment. Et croit-il que ça va aboutir à des solutions? Nous passons à présent à notre question spéciale. Monsieur le secrétaire général, si vous mourrez aujourd'hui, quelle image aimeriez-vous que l'on garde de vous? D'un homme qui aime la vérité. D'un homme qui ne recule pas face à l'oppression, face à l'injustice. Je crois que c'est tout. Un mot de la fin? Madame, je commence d'abord par remercier l'ensemble de notre peuple pour avoir répondu massivement à l'appel lancé par le rassemblement d'une journée ville morte en si peu de temps. Pour moi, c'est une réussite et je remercie sincèrement ce peuple. Je suis rassuré qu'avec ce peuple, nous arriverons à réellement faire respecter notre constitution et à l'alternance le 19 décembre. Ce sera tout. Merci beaucoup Jean-Marc Kabound d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, nous avons reçu pour vous ce soir le secrétaire général de l'UDPS, monsieur Jean-Marc Kabound qui est venu répondre plutôt à quelques questions d'actualité. Et maintenant, nous allons passer à la remise de cadeaux à notre invité par notre hôtesse, mademoiselle Lydie. Voilà. Les cadeaux, on vous a réservé un petit cadeau. Ok, merci beaucoup. Merci. Et au même moment, notre invité va nous faire l'honneur d'écrire en quelques lignes ses impressions par rapport à l'émission dans les livres d'or.
Et ça sera tout, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est pris donc pour la semaine prochaine. Mais vous suivez en rediffusion cette émission le dimanche à 12h30. Au revoir et à très bientôt.